Il existe un secret que Jung a découvert sur la transformation humaine qui explique pourquoi la plupart des gens échouent avant même de commencer. Ce n'est pas une question de volonté faible, ni de manque de discipline, ni même d'obstacles externes insurmontables. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, quelque chose qui se passe dans les profondeurs invisibles de ta psyché, dans ces espaces où ton énergie vitale prend forme ou se dissout. Jung l'appelait la libido psychique, cette force créatrice qui anime toute transformation authentique. Et il a découvert que cette énergie possède une caractéristique étrange, presque mystérieuse. Elle se disperse au moment précis où tu la mets en mots, au moment précis où tu l'exposes, à la lumière du regard collectif. As-tu déjà remarqué comment un projet qui te semblait vibrant, lumineux, plein de possibilités, commence à perdre de son éclat dès que tu le partages avec enthousiasme autour de toi? Ce n'est pas de l'imagination. C'est un mécanisme psychologique profond que Jung, Freud et les neurosciences modernes ont tous observé sous différentes formes. Chaque fois que tu annonces ta transformation avant qu'elle ne soit solidement enracinée dans ton être, tu actives un processus inconscient de sabotage. Ce n'est pas ta faute, ce n'est même pas conscient. Mais ça arrive, avec une régularité troublante, et ça explique pourquoi tant de résolutions magnifiques s'éteignent dans le silence d'un abandon prévisible. Ce qui rend cette découverte encore plus fascinante, c'est qu'elle va à l'encontre de tout ce que notre culture moderne nous enseigne sur le partage et la transparence. On te dit d'annoncer tes objectifs publiquement pour créer de la responsabilité. On te dit de partager tes rêves pour recevoir du soutien. On te dit que la vulnérabilité et l'exposition sont des signes de courage, et tout cela peut être vrai dans certains contextes, pour certaines choses. Mais quand il s'agit de transformation psychologique profonde, quand il s'agit d'individuation au sens jungien du terme, les règles changent complètement. Jung savait que le processus d'individuation, ce voyage vers ton soi authentique, nécessite un espace protégé, un creuset hermétiquement scellé où l'alchimie intérieure peut se produire sans interférence extérieure. La vraie puissance ne vient pas de proclamer ce que tu deviens, mais de protéger le mystère de ta métamorphose intérieure. Ce n'est pas du secret par honte ou par peur. C'est du secret comme acte sacré de préservation de ton énergie créatrice. Freud comprenait cela d'une autre manière, à travers sa notion de satisfaction fantasmatique. Quand tu racontes ton rêve, ton cerveau obtient une dose de satisfaction comme si tu l'avais déjà accompli. La récompense émotionnelle arrive prématurément. Et cette récompense, aussi plaisante soit-elle sur le moment, vole l'énergie nécessaire à la réalisation concrète. Adler, de son côté, voyait comment le besoin d'approbation sociale peut détourner une personne de sa motivation authentique, transformant une quête personnelle en performance pour le regard d'autrui. Ces trois géants de la psychologie profonde ont tous compris, chacun à leur manière, que le silence stratégique n'est pas une simple technique de productivité. C'est une posture existentielle. Alors voici ce que nous allons explorer ensemble dans cette conversation intime. Je vais te révéler 7 dimensions de cette vérité psychologique que Jung a découverte sur le pouvoir du secret transformateur. Nous allons comprendre comment ton énergie psychique se disperse dans la parole prématurée. Pourquoi le jugement collectif active tes complexes inconscients les plus profonds, comment ton cerveau construit littéralement ton identité à travers les récits que tu racontes aux autres. Nous allons plonger dans la compréhension jungienne de l'individuation comme processus alchimique qui exige l'obscurité pour se réaliser. Les neurosciences modernes, à travers les travaux d'Antonio Damasio, de Richard Davidson, de Daniel Siegel, et de Lisa Feldman Barrett, vont nous montrer exactement ce qui se passe dans ton cerveau quand tu gardes le silence sur ta transformation. Viktor Frankl et les philosophes existentialistes nous révéleront pourquoi le sens authentique naît dans l'intimité existentielle, jamais dans la validation sociale. Et finalement, nous découvrirons ensemble ce moment sacré où la révélation devient appropriée,
quand l'accomplissement silencieux a fait son œuvre et que ta présence incarne ce que les mots ne peuvent plus dire. Ce que je vais te révéler va transformer ta compréhension du pouvoir, du secret et de la manière dont la vraie transformation se produit dans les profondeurs invisibles de ton être. Avant de commencer, si tu sens que cette exploration touche quelque chose de profond en toi, abonne-toi à cette chaîne pour continuer ce voyage intérieur ensemble et partage cette réflexion avec quelqu'un qui cherche à comprendre pourquoi ces transformations n'ont jamais tenu leurs promesses. Ensemble, nous allons comprendre ce que Jung pressentait intuitivement et ce que les neurosciences confirment maintenant avec précision. As-tu déjà remarqué comment un rêve se flétrit dès que tu le prononces à voix haute, comme une fleur arrachée de son sol avant d'avoir développé ses racines? Il y a dans ce phénomène quelque chose de mystérieux, presque cruel. Tu portes en toi une vision, un projet, une transformation que tu sens vibrer dans chaque cellule de ton être. L'énergie est palpable. L'excitation est réelle. Et puis tu partages cette vision avec quelqu'un, peut-être par enthousiasme, peut-être par besoin de validation, peut-être simplement parce que le silence te pesait. Et quelque chose change immédiatement. Pas nécessairement à l'extérieur, pas nécessairement dans la réaction de l'autre personne, mais à l'intérieur de toi. Cette force vitale qui t'animait commence à se diluer, comme de l'encre dans l'eau. L'image devient floue, l'enthousiasme s'estompe, et tu te retrouves avec cette sensation étrange d'avoir trahi quelque chose de sacré, d'avoir exposé quelque chose de fragile à une lumière trop crue, trop tôt. Jung a passé des décennies à étudier ce phénomène, et il l'a nommé avec précision. La dispersion de la libido psychique. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité psychologique mesurable. La libido, dans le sens jungien, n'est pas simplement l'énergie sexuelle comme Freud l'entendait. C'est l'énergie vitale elle-même, la force créatrice qui alimente tout processus de transformation, de création, de croissance personnelle. Et cette énergie, comme toute forme d'énergie, suit des lois précises. Elle peut être concentrée ou dispersée, elle peut être canalisée ou gaspillée, elle peut être protégée ou exposée prématurément. Chaque mot prononcé sur ton devenir vole une parcelle d'énergie à ton devenir réel. C'est peut-être l'une des vérités les plus contre-intuitives de la psychologie profonde, et c'est exactement pour cela que si peu de gens la comprennent vraiment. Notre instinct nous pousse à partager nos rêves, à annoncer nos projets, à proclamer nos intentions. C'est un instinct social profondément enraciné. Nous sommes des êtres tribaux. Nous cherchons naturellement l'approbation, le soutien, la reconnaissance de notre groupe. Et il n'y a rien de fondamentalement erroné dans cet instinct, dans la plupart des contextes de notre vie. Mais quand il s'agit de transformations psychologiques profondes, quand il s'agit de changements qui touchent au cœur même de ton identité, cet instinct devient un piège. Jung expliquait que la libido psychique fonctionne comme l'eau dans un système hydraulique. Quand tu ouvres une valve, l'eau s'écoule. Quand tu parles de ta transformation, tu ouvres une valve dans ta psyché. L'énergie commence à s'écouler vers l'extérieur, cherchant validation, reconnaissance, réaction émotionnelle de l'autre. Et pendant que cette énergie s'écoule vers l'extérieur, elle n'est plus disponible pour le travail intérieur réel de transformation. C'est comme essayer de remplir un réservoir tout en laissant le robinet de vidange ouvert. L'eau entre, certes, mais elle sort aussi vite qu'elle entre, et le réservoir ne se remplit jamais vraiment. Le processus de transformation authentique nécessite une accumulation d'énergie psychique, une concentration de force vitale dans un espace intérieur protégé. C'est exactement pour cette raison que toutes les grandes traditions spirituelles et psychologiques ont toujours valorisé des périodes de retrait, de silence, de gestation cachée. Freud apportait une autre dimension à cette compréhension avec son concept de satisfaction fantasmatique. Il observait dans sa pratique clinique que ses patients obtenaient souvent une forme de satisfaction émotionnelle simplement en parlant de leurs désirs, de leurs ambitions, de leurs projets. Cette satisfaction n'était pas authentique.
Elle n'était pas basée sur une réalisation concrète, mais elle activait néanmoins les mêmes circuits émotionnels dans le cerveau. C'est le principe de réalité contre le principe de plaisir. Le principe de plaisir cherche la gratification immédiate. Quand tu annonces ta transformation à voix haute, quand tu vois l'admiration dans les yeux de l'autre personne, quand tu ressens cette chaleur de reconnaissance sociale, ton principe de plaisir est satisfait, temporairement, superficiellement, mais suffisamment pour réduire la tension psychologique qui alimentait ton désir de changement réel. Freud comprenait que cette tension, cet inconfort, cette friction entre ce que tu es et ce que tu veux devenir, c'est exactement le carburant de la transformation. Quand tu dissipes cette tension prématurément par la parole, tu enlèves le moteur même de ton évolution. C'est comme si tu relâchais la pression d'une cocotte minute avant que la cuisson ne soit complète. Le processus s'interrompt. La transformation reste inachevée. Et tu te retrouves avec une version à moitié cuite de toi-même, ni l'ancien toi, ni le nouveau toi, coincé dans un entre-deux inconfortable qui n'a jamais été destiné à être permanent. Adler, le troisième grand penseur de la psychologie profonde viennoise, ajoutait encore une autre couche de compréhension avec son concept de compensation. Il observait que beaucoup de personnes cherchent à compenser leur sentiment d'infériorité, non pas par l'accomplissement réel, mais par l'annonce de l'accomplissement futur. C'est une stratégie inconsciente remarquablement efficace pour protéger l'ego tout en évitant le risque réel de l'échec. Si tu annonces que tu vas accomplir quelque chose de grand, tu obtiens immédiatement une élévation de statut social, même temporaire, même basée sur rien de concret. Les gens te voient différemment. Ils projettent sur toi les qualités de quelqu'un qui aurait déjà accompli ce que tu as promis. Et cette projection te donne un sentiment d'avoir déjà partiellement réussi, ce qui, paradoxalement, diminue ton urgence de réussir réellement. Adler comprenait profondément la psychologie de la motivation humaine. Il savait que nous sommes tous poussés par un désir de surmonter nos sentiments d'infériorité, de prouver notre valeur, de nous élever dans la hiérarchie sociale. Mais il voyait aussi que cette motivation peut être détournée, court-circuitée, par des gratifications symboliques qui remplacent l'accomplissement réel sans jamais l'égaler véritablement. Quand tu partages tes plans de transformation, tu nourris ton ego avec de la reconnaissance anticipée. Et cet ego satisfait a beaucoup moins de motivation pour faire le travail difficile, obscur, ingrat, que demande toute transformation authentique. Les neurosciences modernes confirment maintenant ce que Jung, Freud et Adler pressentaient intuitivement à travers leur observation clinique. Les recherches sur les circuits de récompense dans le cerveau révèlent quelque chose de fascinant et de troublant. Quand tu annonces un objectif, un projet, une transformation à venir, ton cerveau libère de la dopamine. C'est le neurotransmetteur du plaisir, de la motivation, de la récompense. Cette libération de dopamine crée une sensation de bien-être, d'accomplissement anticipé. Ton cerveau traite l'annonce de l'objectif presque comme s'il traitait l'accomplissement de l'objectif lui-même. Pas exactement de la même manière, bien sûr, mais suffisamment pour créer une satisfaction partielle qui diminue ton urgence de poursuivre l'objectif réel. C'est comme si ton cerveau disait « Nous avons déjà obtenu une partie de la récompense, donc l'investissement énergétique massif nécessaire pour obtenir la récompense complète devient moins prioritaire. » Les circuits de récompense sont économes. Ils cherchent le maximum de plaisir pour le minimum d'effort. Et parler de tes objectifs offre un ratio remarquablement favorable. Beaucoup de plaisir social pour très peu d'efforts réels. C'est exactement pour cette raison que tant de personnes deviennent excellentes pour parler de leurs rêves, mais médiocres pour les réaliser. Elles ont trouvé, inconsciemment, une source de dopamine beaucoup plus accessible que le travail acharné de transformation réelle. Imagine une graine enterrée dans un sol fertile. Dans l'obscurité de la terre, protégée des regards, à l'abri des intempéries, cette graine commence son travail silencieux de germination. Ses ressources internes, toute l'énergie stockée dans ses tissus se mobilise pour briser l'enveloppe, pour faire pousser les premières racines, pour chercher l'eau et les nutriments. C'est un processus intense, vital, totalement concentré.
Maintenant, imagine que tu déterres cette graine après quelques jours, curieux de voir comment elle progresse. Tu l'exposes à la lumière, tu la montres aux autres, tu parles avec enthousiasme du futur arbre qu'elle deviendra. Et puis, tu la remets en terre. Que s'est-il passé? Tu as interrompu le processus de germination, tu as exposé une chose fragile à des conditions pour lesquelles elle n'était pas prête. Tu as gaspillé son énergie en la forçant à s'adapter prématurément à un environnement externe alors qu'elle avait besoin de toute son énergie concentrée sur son développement interne. C'est exactement ce qui se passe avec ta transformation psychologique quand tu l'exposes prématurément au regard collectif. Tu n'es pas encore l'arbre, tu es encore la graine. Et la graine a besoin d'obscurité, de protection, de concentration absolue de ses ressources internes pour accomplir le miracle de la germination. Le silence n'est pas un secret honteux que tu gardes par peur ou par insécurité. C'est une protection sacrée que tu offres à quelque chose de précieux qui n'est pas encore prêt à affronter la lumière crue du monde extérieur. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant que Jung a découvert sur le jugement des autres. Quelque chose qui explique pourquoi l'exposition prématurée de ta transformation ne se contente pas de disperser ton énergie, mais active aussi des forces psychologiques hostiles autour de toi. C'est un phénomène que la plupart des gens ont ressenti sans jamais vraiment le comprendre. Tu annonces que tu vas changer ta vie, que tu vas perdre du poids, que tu vas lancer ton entreprise, que tu vas apprendre une nouvelle compétence, que tu vas transformer ta relation avec toi-même. Et quelque chose d'étrange se produit dans les réactions des gens autour de toi. Ce n'est pas toujours explicite, ce n'est pas toujours hostile. Parfois c'est même formulé comme du soutien ou de la préoccupation bienveillante. Mais il y a une énergie sous-jacente que tu peux sentir, une résistance subtile, un scepticisme à peine voilé, une tentative de te ramener à ta place habituelle dans la structure sociale. Des commentaires du genre « Es-tu sûr que c'est réaliste? Tu as déjà essayé ça avant, non? Ne te mets pas trop de pression, c'est bien de rêver mais il faut rester pragmatique. » Ces phrases qui semblent raisonnables en surface, mais qui portent en elles une charge émotionnelle lourde, un poids invisible qui tire vers le bas plutôt que de soulever vers le haut. Jung comprenait profondément ce mécanisme. Il l'appelait l'activation des complexes inconscients. Et c'est un concept absolument crucial pour comprendre pourquoi garder le silence sur ta transformation n'est pas seulement une stratégie personnelle, mais aussi une protection contre les forces psychologiques collectives qui résistent au changement. Quand tu annonces ton changement, tu réveilles quelque chose de primitif chez les autres. Ce n'est pas malveillant, ce n'est même pas conscient la plupart du temps, mais c'est puissant. Imagine que tu vis depuis des années dans un groupe social donné, une famille, un cercle d'amis, un environnement professionnel. Dans ce groupe, tu occupes une position psychologique particulière. Tu joues un certain rôle. Tu incarnes certaines caractéristiques. Les autres ont construit leur propre identité en partie par rapport à la tienne. Ils ont des attentes sur qui tu es, sur comment tu te comportes, sur ce que tu représentes dans leur monde psychologique. Ces attentes ne sont pas des pensées conscientes clairement formulées. Ce sont des structures inconscientes, profondément enracinées, ce que Jung appelait des complexes à tonalité affective. Ces complexes organisent la perception, l'émotion et le comportement de manière automatique. Maintenant, quand tu annonces que tu vas changer fondamentalement, tu menaces ces structures. Tu dis implicitement que tu ne vas plus jouer le rôle que tu as toujours joué. Tu vas devenir quelqu'un de différent. Et cela crée une anxiété inconsciente chez les autres, parce que si tu changes, leur monde psychologique doit aussi changer. Ils doivent réajuster leur perception de toi, de eux-mêmes, de la dynamique du groupe. C'est un travail psychologique énorme. Et la psyché humaine résiste naturellement à ce genre de travail. Elle préfère la stabilité, la prévisibilité, le confort de structures déjà établies. Les autres ne jugent pas ton rêve. Ils projettent leur propre renoncement sur ta tentative de transcendance. C'est peut-être la vérité la plus difficile à accepter sur les réactions sociales à ton désir de changement. La résistance que tu rencontres n'a presque rien à voir avec toi.
Elle a tout à voir avec eux, avec leurs propres rêves abandonnés, leurs propres transformations avortées, leurs propres compromis douloureux qu'ils ont faits avec la médiocrité. Jung parlait de projection, ce mécanisme inconscient par lequel nous attribuons aux autres ce que nous ne pouvons pas accepter en nous-mêmes. Quand quelqu'un te dit que ton projet est irréaliste, il ne parle pas vraiment de ton projet. Il parle de ses propres limites intériorisées. Quand quelqu'un te dit que tu vas échouer comme tu as échoué avant, il ne parle pas vraiment de ton passé. Il parle de son propre schéma répétitif d'échecs qu'il n'a jamais eu le courage de briser. Quand quelqu'un te dit de rester pragmatique et de ne pas viser trop haut, il ne te donne pas un conseil sage. Il protège sa propre psyché contre la douleur de reconnaître qu'il a lui-même visé trop bas pendant trop longtemps. Ses projections sont partout. Elles forment une sorte de brouillard psychologique collectif qui enveloppe toute tentative de transcender le niveau moyen de conscience d'un groupe. Et ce brouillard est particulièrement dense quand tu annonces tes intentions prématurément, avant d'avoir construit la force intérieure nécessaire pour résister à ces projections sans en être affecté. Freud apportait une autre dimension à cette compréhension avec son concept de mécanisme de défense collectif. Il observait que les groupes sociaux, tout comme les individus, développent des mécanismes pour se protéger contre l'anxiété. Un de ces mécanismes est ce qu'on pourrait appeler la normalisation défensive. Quand un membre du groupe commence à s'élever au-dessus du niveau commun, le groupe activement ramène cette personne vers le bas, non pas par malice, mais par besoin inconscient de préserver l'homéostasie psychologique collective. C'est comme un thermostat qui s'ajuste automatiquement pour maintenir une température stable. Si quelqu'un commence à rayonner trop de chaleur, trop d'énergie, trop d'ambition, le système social s'ajuste pour refroidir cette personne, pour la ramener vers la moyenne acceptable. Freud comprenait que le surmoi, cette instance psychique qui représente les normes et les interdits sociaux intériorisés, n'est pas seulement un mécanisme individuel, c'est aussi un mécanisme collectif. Le groupe a un surmoi collectif qui définit ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, qui mérite d'être soutenu et qui doit être découragé. Et souvent, les tentatives de transformation authentique sont perçues par ce surmoi collectif comme des transgressions, comme des menaces à l'ordre établi, comme des actes d'orgueil qui méritent d'être punis par le rejet ou le ridicule social. Adler ajoutait encore une autre couche, avec son concept de sentiment d'infériorité déclenché par l'ambition d'autrui. Il observait que quand une personne annonce son intention de s'élever, cela active chez les autres qui ne font pas le même effort, une comparaison sociale douloureuse. Soudainement, par contraste avec ton ambition affichée, ils se sentent inadéquats, stagnants, peut-être même lâches. Ce sentiment d'infériorité est insupportable pour l'ego. Donc l'ego trouve des moyens de se protéger. Un de ces moyens est de dévaloriser ton projet pour restaurer l'équilibre psychologique. Si ton projet est irréaliste, impossible, naïf, alors ils n'ont pas à se sentir inférieurs pour ne pas le poursuivre eux-mêmes. Leur inaction devient alors non pas un signe de faiblesse, mais un signe de sagesse réaliste. Adler comprenait profondément cette dynamique de la compensation sociale. Il voyait comment les personnes qui se sentent inférieures développent souvent une posture de supériorité morale ou intellectuelle pour compenser. Ils deviennent les experts en ce qui est réaliste ou non, en ce qui mérite d'être poursuivi ou non, en ce qui est sage ou stupide. Cette posture leur permet de maintenir leur estime de soi sans avoir à faire le travail difficile de transformation réelle. Et tu deviens, sans le vouloir, le déclencheur de leur mécanisme de compensation, simplement en annonçant que tu vas tenter ce qu'ils ont renoncé à tenter eux-mêmes. Les neurosciences sociales modernes, particulièrement les travaux de Matthew Lieberman sur le cerveau social, confirment ces intuitions psychanalytiques avec des données neurologiques précises. Lieberman a démontré que notre cerveau possède des circuits spécifiquement dédiés au traitement de l'information sociale, à la navigation dans les hiérarchies de groupe, à l'évaluation de notre position relative par rapport aux autres. Ces circuits sont extrêmement sensibles aux changements dans la structure sociale.
Quand un membre du groupe signale une intention de changer de position dans la hiérarchie, que ce soit par l'acquisition de nouvelles compétences, l'amélioration de son statut ou la transformation de son identité, les cerveaux des autres membres réagissent immédiatement. Il y a une activation de régions cérébrales associées à la menace sociale, à la compétition pour les ressources, à la défense de territoires psychologiques. Ce n'est pas une réaction consciente. C'est une réaction automatique, câblée profondément dans notre neurobiologie tribale. Notre cerveau social traite le changement d'autrui comme une information potentiellement menaçante pour notre propre position dans le groupe. Et cette perception de menace déclenche des comportements défensifs subtils, scepticisme, minimisation, tentative de découragement formulées comme des conseils protecteurs. Lieberman montre aussi que ces réactions sont d'autant plus fortes que la personne qui annonce son changement appartient à notre groupe de référence immédiat. Un étranger qui réussit ne nous menace pas, mais un ami, un collègue, un membre de la famille qui commence à transcender le niveau collectif active tous nos circuits de comparaison sociale et de compétition pour le statut. Stephen Porges, avec sa théorie polyvagale révolutionnaire, ajoute encore une dimension à cette compréhension en nous montrant comment notre système nerveux autonome réagit au changement social. Porges explique que notre système nerveux est constamment à l'affût de signaux de sécurité ou de danger dans notre environnement social. Il appelle cela la neuroception, une évaluation inconsciente et automatique de la sécurité relationnelle. Quand les dynamiques sociales sont stables et prévisibles, notre système nerveux se sent en sécurité. Nous pouvons nous détendre, nous connecter, nous engager socialement. Mais quand quelque chose change dans ces dynamiques, quand quelqu'un commence à se comporter différemment, à exprimer des ambitions qui le placeraient dans une position sociale différente, notre système nerveux détecte une perturbation potentielle de la cohésion tribale. Cette détection active des états défensifs subtils, vigilance accrue, retrait émotionnel léger, réduction de la confiance, augmentation du jugement critique. Tout cela se passe sous le niveau de la conscience. La personne ne pense pas consciemment. Cette annonce de changement me menace, je dois donc la saboter. Mais son système nerveux réagit comme si c'était le cas, et cette réaction physiologique influence ses pensées, ses émotions, et finalement ses paroles. Porges démontre que nous cherchons tous, au niveau du système nerveux, la co-régulation avec notre groupe. Nous voulons que les autres soient dans le même état physiologique que nous. Quand quelqu'un s'élève, vibre à une fréquence différente, aspire à un état différent, cela crée une dysrégulation dans le groupe. Et le groupe, inconsciemment, tente de ramener cette personne vers la régulation commune, même si cela signifie freiner sa croissance. Et c'est là que la découverte d'Antonio Damasio sur les émotions et la construction de l'identité change tout ce que nous pensions comprendre sur la parole et la transformation. Damasio a passé des décennies à étudier la relation entre les émotions, la conscience et la construction du soi. Une de ses découvertes les plus importantes est que notre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée ou racontée. Les mêmes régions cérébrales s'activent, les mêmes marqueurs somatiques se créent, les mêmes émotions se génèrent. Cela signifie que quand tu racontes ton histoire de transformation future avec émotion et détail, ton cerveau traite cette narration presque comme s'il traitait la transformation réelle. Il crée des représentations neuronales de cette nouvelle identité. Il génère des émotions associées à cette identité. Il commence à construire un sens de soi basé sur le récit plutôt que sur l'expérience concrète. Et voici le problème. Une fois que ton cerveau a construit cette représentation neuronale satisfaisante de ton nouveau soi à travers la narration, l'urgence de créer ce soi à travers l'action réelle diminue considérablement. Tu as déjà l'expérience émotionnelle d'être cette personne transformée. Tu as déjà la satisfaction neuronale de l'avoir raconté et d'avoir vu les réactions positives des autres. Ton cerveau se dit « Mission accomplie, nous avons créé cette nouvelle identité ».
Pas besoin de faire le travail difficile de la manifester concrètement dans le monde réel. Ton cerveau ne fait pas la différence entre l'histoire que tu racontes et celle que tu vis. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de la stupidité. C'est simplement comment fonctionne notre neurobiologie narrative. Les êtres humains sont des créatures d'histoire. Nous comprenons notre vie à travers des narrations. Nous construisons notre identité à travers des récits que nous nous racontons à nous-mêmes et aux autres. Cette capacité narrative est l'une de nos plus grandes forces. Elle nous permet de donner du sens à l'expérience, de planifier le futur, de transmettre la sagesse à travers les générations. Mais, comme toute force, elle peut devenir une faiblesse quand elle est mal utilisée. Et l'utilisation prématurée de la narration de transformation est exactement ce mauvais usage. Lisa Feldman Barrett, dans ses recherches révolutionnaires sur la construction des émotions, démontre que notre cerveau fonctionne comme une machine prédictive. Il ne réagit pas simplement à la réalité, il prédit activement la réalité, puis ajuste ses prédictions basées sur les données sensorielles qu'il reçoit. Cette compréhension change radicalement notre vision de la conscience et de l'identité. Ton sens de qui tu es n'est pas une découverte de quelque chose de fixe et de préexistant. C'est une construction active et continue basée sur les prédictions que ton cerveau fait sur qui tu es censé être. Et ces prédictions sont profondément influencées par les récits que tu racontes. Quand tu racontes répétitivement l'histoire de ton ancienne identité, ton cerveau prédit et construit cette ancienne identité. Quand tu racontes l'histoire de ta nouvelle identité, avant qu'elle ne soit solidement ancrée dans l'expérience concrète, ton cerveau construit une version fantasmatique de cette identité qui n'a pas les racines profondes nécessaires pour résister aux pressions de la réalité. Chaque fois que tu racontes qui tu deviens, avant de l'être devenu, tu programmes ton cerveau à croire que c'est déjà accompli. Et cette programmation prématurée crée une forme particulière de complaisance psychologique. Tu deviens complaisant envers ton propre processus de transformation parce que ton cerveau a déjà expérimenté émotionnellement cette transformation à travers la narration. Les neurosciences de l'apprentissage et de la mémoire nous montrent que la consolidation d'une nouvelle identité, d'une nouvelle compétence, d'un nouveau modèle de comportement nécessite une répétition intensive dans des contextes réels, avec des conséquences réelles. C'est à travers cette répétition que les connexions neuronales se renforcent, que les nouveaux circuits deviennent dominants, que les anciens patterns s'affaiblissent. Mais quand tu racontes ton changement prématurément, tu court-circuites ce processus. Tu crées une illusion de consolidation sans la substance réelle de l'expérience répétée. C'est comme si tu essayais de construire un muscle en imaginant soulever des poids et en racontant aux autres comment tu soulèves des poids sans jamais réellement soulever de poids. L'imagination a son utilité, la narration a son pouvoir. Mais elles ne peuvent jamais remplacer l'action concrète répétée qui seule crée une transformation neuronale durable. Jung comprenait cela d'une manière profondément intuitive à travers son concept de persona versus self authentique. La persona est le masque social que nous portons, l'image que nous présentons au monde. Le self authentique est ce que nous sommes réellement dans les profondeurs de notre être. Jung observait que beaucoup de personnes passent leur vie à développer une persona élaborée tout en négligeant complètement le développement de leur self réel. Ils deviennent experts dans l'art de paraître sans jamais faire le travail difficile d'être. Quand tu annonces prématurément ta transformation, tu construis une nouvelle persona, un nouveau masque social, sans avoir fait le travail intérieur de transformer ton self réel. Les autres te voient à travers cette nouvelle persona. Ils réagissent à elle. Ils te traitent comme si tu étais déjà cette personne transformée, et cela te donne une satisfaction suffisante pour que ton self réel n'éprouve plus l'urgence de changer.
Tu as obtenu les bénéfices sociaux du changement sans avoir payé le prix psychologique du changement. C'est un arrangement séduisant à court terme, mais catastrophique à long terme, parce que le fossé entre ta persona et ton self ne fait que s'élargir, créant une tension existentielle croissante, un sentiment de fraude intérieure, une anxiété sourde que quelqu'un va éventuellement voir à travers ton masque et découvrir que tu n'es pas vraiment devenu ce que tu as proclamé devenir. Alfred Adler apportait une perspective différente mais complémentaire avec son concept de finalité fictive. Adler observait que nous vivons tous guidés par des images mentales de qui nous voulons devenir, de ce que nous voulons accomplir, de la vie que nous voulons créer. Ces finalités fictives ne sont pas fictives au sens d'être fausses ou inutiles. Elles sont fictives au sens où elles n'existent pas encore dans la réalité concrète. Elles sont des constructions imaginaires qui guident notre comportement présent. Adler comprenait que ces finalités sont essentielles pour la motivation humaine. Nous avons besoin d'une vision du futur pour donner direction et sens à nos actions présentes. Mais il observait aussi un danger. Quand la finalité fictive devient trop concrète, trop définie, trop partagée socialement avant d'être réalisée, elle se fige. Elle perd sa qualité dynamique et adaptative. Elle devient un script rigide que tu te sens obligé de suivre, même si l'expérience réelle de ta vie suggère que d'autres chemins seraient plus appropriés. Quand tu racontes ton projet de transformation en détail aux autres, tu solidifies prématurément ta finalité fictive. Tu la transformes d'une vision fluide et adaptable en une promesse sociale rigide. Et maintenant, tu n'es plus libre de laisser ta transformation prendre la forme organique qu'elle aurait naturellement prise. Tu es contraint par le récit que tu as partagé, par les attentes que tu as créées, par la cohérence narrative que ton ego social exige de maintenir. Richard Davidson, un des pionniers de la recherche en neuroplasticité émotionnelle, a démontré quelque chose d'extraordinaire sur la manière dont notre cerveau change en réponse à nos expériences. Il a montré que la neuroplasticité, cette capacité du cerveau à se reconfigurer, à créer de nouvelles connexions, à renforcer certains circuits et en affaiblir d'autres, est maximale quand nous sommes dans des états de conscience particuliers. Concentration profonde, engagement total dans l'expérience présente, absence de distraction sociale. Davidson a étudié des méditants de longue date et a découvert que leur cerveau montrait des patterns d'activation radicalement différents de la population générale. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces changements ne se produisaient pas pendant qu'ils parlaient de méditation ou enseignaient la méditation. Ils se produisaient pendant les longues heures silencieuses de pratique solitaire. Le travail réel de transformation neuronale se produit dans le silence, dans l'intimité de ta propre expérience, sans témoin externe, sans validation sociale. Quand tu es seul avec ta pratique, ton cerveau peut se concentrer entièrement sur le processus de reconfiguration sans avoir à allouer des ressources à la gestion de l'image sociale ou à la cohérence narrative pour un public externe. Cette concentration totale est ce qui permet les changements profonds et durables. Davidson explique aussi que la neuroplasticité n'est pas uniforme. Certaines régions du cerveau sont plus plastiques que d'autres. Les régions impliquées dans la régulation émotionnelle, dans l'attention, dans la conscience de soi, sont particulièrement plastiques à l'âge adulte. Mais cette plasticité nécessite les bonnes conditions pour s'exprimer pleinement. Et une de ces conditions est l'absence de pression pour performer ou pour prouver quelque chose aux autres. Mais Jung a révélé quelque chose d'encore plus mystérieux sur le processus d'individuation, quelque chose qui explique non seulement pourquoi le secret est utile, mais pourquoi il est absolument essentiel pour toute transformation psychologique authentique. Jung comparait l'individuation à un processus alchimique qui doit se dérouler dans l'obscurité totale, à l'abri de tous les regards, dans un creuset hermétiquement scellé où des forces mystérieuses peuvent opérer leur œuvre de transformation. Ce n'était pas une métaphore poétique pour Jung. C'était une description littérale de ce qu'il observait dans sa pratique clinique et dans sa propre vie intérieure. L'individuation, ce processus par lequel tu deviens pleinement toi-même,
par lequel tu intègres tous les aspects fragmentés de ta psyché en une totalité cohérente, par lequel tu réalises ton potentiel unique et authentique. Ce processus ne peut pas se dérouler sous les projecteurs de la conscience sociale. Il nécessite un retrait, un repli dans les profondeurs obscures de ton être intérieur, un voyage dans les régions inexplorées de ta psyché où personne d'autre ne peut t'accompagner. Jung parlait de l'opus alchimique, le grand œuvre, qui passait par plusieurs phases successives. La première phase, la nigredo, l'œuvre au noir, était une phase de décomposition, de mort symbolique, d'obscurité totale. C'était une phase nécessairement douloureuse, où l'ancienne identité devait mourir pour permettre l'émergence d'une nouvelle identité. Et cette mort, comme toutes les morts, devait se produire dans la solitude et le secret. Ce qui se transforme dans la lumière publique se déforme sous le poids des regards. Seule l'obscurité intérieure préserve l'authenticité de la métamorphose. Jung comprenait que l'individuation n'est pas un processus linéaire et prévisible. C'est un processus organique, chaotique, mystérieux, plein de détours et de paradoxes. Tu ne peux pas le planifier comme un projet d'entreprise. Tu ne peux pas le présenter comme un plan d'affaires. Tu ne peux pas le promettre comme une résolution de nouvel an. L'individuation se déroule selon sa propre logique inconsciente, guidée par des forces que ta conscience ne comprend pas et ne contrôle pas. Le soi, cette instance organisatrice centrale de la psyché selon Jung, orchestre le processus d'individuation. Mais le soi n'est pas l'ego. Le soi est beaucoup plus vaste, beaucoup plus sage, beaucoup plus mystérieux que ton ego conscient. L'ego veut contrôler, planifier, annoncer, obtenir validation. Le soi veut simplement devenir, se réaliser, s'exprimer dans sa plénitude unique. Et ces deux instances sont souvent en conflit. Quand tu annonces ta transformation prématurément, c'est ton ego qui parle, cherchant validation et reconnaissance. Mais cette annonce de l'ego interfère avec le travail silencieux du soi. Elle crée du bruit dans le système. Elle introduit des considérations sociales et des attentes externes dans un processus qui devrait être purement intérieur et autonome. Jung insistait sur le fait que l'individuation nécessite un retrait temporaire de la persona sociale. Tu ne peux pas individuer tout en maintenant toutes tes obligations sociales, tous tes rôles, toutes tes performances habituelles. Tu as besoin d'espace, de temps, de solitude pour entendre la voix profonde de ton soi authentique qui est généralement noyé sous le bruit de tes interactions sociales quotidiennes. Ce retrait ne signifie pas nécessairement un retrait physique, bien que cela puisse aider. C'est surtout un retrait psychologique, un détachement de la nécessité d'être vu, compris, approuvé par les autres. C'est une période où tu te donnes la permission d'explorer qui tu es vraiment, sans avoir à justifier cette exploration à personne, sans avoir à la rendre cohérente ou compréhensible pour un public externe. C'est dans cet espace protégé que l'intégration de l'ombre peut commencer. L'ombre, selon Jung, représente tous les aspects de toi-même que tu as refoulés, niés, cachés, parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image que tu voulais projeter ou que la société attendait de toi. L'intégration de l'ombre est peut-être le travail le plus important et le plus difficile de l'individuation. C'est le processus par lequel tu reconnais, acceptes et finalement intègres ces parties refoulées de toi-même. Mais ce travail est absolument impossible sous le regard des autres. L'ombre, par définition, est ce que tu as caché des autres et de toi-même. Comment peux-tu explorer et intégrer ce que tu as passé ta vie à cacher si tu maintiens la posture sociale de quelqu'un qui doit continuer à cacher ses aspects? La nigredo, cette phase d'œuvre au noir dans le processus alchimique que Jung utilisait comme métaphore de l'individuation, représente une période de confusion, de désorientation, de perte de sens. L'ancienne structure identitaire se décompose avant que la nouvelle ne soit formée. Tu ne sais plus qui tu es. Tes anciennes certitudes se dissolvent. Tes anciens modèles de comportement ne fonctionnent plus. C'est une phase terrifiante pour l'ego qui veut toujours savoir, toujours contrôler, toujours avoir une histoire cohérente à raconter. Mais c'est une phase nécessaire. Sans cette mort symbolique de l'ancien soi, aucune renaissance du nouveau soi n'est possible.
Et cette phase ne peut se dérouler que dans le secret le plus absolu, parce que si tu devais expliquer aux autres ce qui se passe en toi pendant cette période, tu serais obligé de créer prématurément une cohérence narrative qui n'existe pas encore. Tu serais obligé de rassurer les autres que tu vas bien, que tu sais où tu vas, que tu as un plan. Mais la vérité de la Nigredo est que tu ne vas pas bien au sens conventionnel, tu ne sais pas où tu vas et tu n'as pas de plan. Tu es dans l'obscurité complète, tâtonnant, cherchant, attendant que quelque chose d'authentique émerge de cette obscurité. Cette vulnérabilité radicale ne peut exister que dans le secret. Sous les regards des autres, tu es forcé de maintenir une façade de compétence et de cohérence qui empêche le processus profond de décomposition et de recomposition. Les philosophes stoïciens, particulièrement Marc Aurèle dans ses méditations, comprenaient cette nécessité du retrait intérieur. Marc Aurèle était empereur de Rome, constamment entouré de gens, constamment sollicité, constamment observé. Et pourtant, il insistait sur l'importance de créer une forteresse intérieure, un espace psychologique protégé où il pouvait se retirer même au milieu de la foule. Il écrivait ses méditations pour lui-même, pas pour publication. C'était son espace privé de réflexion, de questionnement, de dialogue avec lui-même sans audience externe. Il comprenait que la vraie force vient non pas de l'image que tu projettes aux autres, mais de la solidité de ton monde intérieur que personne ne voit. Cette forteresse intérieure n'est pas une prison d'isolement. C'est un sanctuaire de transformation. C'est l'espace où tu peux être totalement honnête avec toi-même, sans avoir à gérer les réactions émotionnelles ou les jugements des autres. Sénèque, un autre grand stoïcien, écrivait sur la discipline du silence comme pratique spirituelle essentielle. Il observait que la plupart des gens gaspillent leur vie en paroles inutiles, en discussions futiles, en partage constant de leurs pensées et sentiments, sans discrimination. Il proposait que le silence stratégique n'est pas simplement l'absence de parole, mais une pratique active de conservation et de concentration de l'énergie vitale. Chaque parole que tu prononces doit être pesée, évaluée, justifiée. Est-ce nécessaire? Est-ce le bon moment? Est-ce utile? Ou est-ce simplement une dissipation d'énergie motivée par l'anxiété sociale, par le besoin de remplir l'espace, par l'incapacité de tolérer l'inconfort du silence? Et les neurosciences révèlent pourquoi ce silence active quelque chose de puissant dans ton cerveau, quelque chose qui explique au niveau neurologique ce que Jung et les stoïciens comprenaient intuitivement. Quand tu gardes le silence sur ta transformation, quand tu arrêtes de parler de tes projets, de tes rêves, de tes intentions, ton cerveau entre dans un état neurologique particulier qui favorise la neuroplasticité profonde et la réorganisation cérébrale. C'est un état que les neuroscientifiques commencent seulement à comprendre vraiment, mais dont les méditants et les mystiques ont toujours connu l'existence. Richard Davidson a montré dans ses recherches que la neuroplasticité, cette capacité remarquable du cerveau à se reconfigurer tout au long de la vie, n'est pas constante. Elle varie en fonction de ton état mental, de ton niveau de stress, de la qualité de ton attention. La neuroplasticité est maximale quand tu es dans des états de concentration calme, de présence sans jugement, d'engagement profond dans l'expérience directe sans médiation narrative. Ces états sont exactement ceux qui émergent naturellement quand tu cesses de parler constamment de toi-même et de tes projets aux autres. Quand tu n'as pas à formuler ton expérience en mots pour un public externe, ton cerveau peut simplement vivre cette expérience directement, pleinement, sans la couche d'abstraction que la narration ajoute toujours. Quand tu gardes le silence sur ta transformation, ton cerveau entre dans un état neurologique particulier qui favorise une reconfiguration profonde de tes circuits neuronaux. Daniel Siegel, psychiatre et chercheur en neurobiologie interpersonnelle, parle d'intégration neuronale comme du processus central de santé mentale et de croissance psychologique. L'intégration, selon Siegel, c'est la liaison fonctionnelle de régions cérébrales qui étaient précédemment isolées ou en conflit. C'est comment ton cerveau préfrontal apprend à réguler ton amygdale. C'est comment ton hémisphère gauche analytique apprend à communiquer harmonieusement avec ton hémisphère droit émotionnel.
C'est comment ta conscience présente intègre tes expériences passées et tes projections futures dans une cohérence significative. Mais Siegel insiste sur un point crucial. Cette intégration nécessite un espace mental protégé. Elle ne peut pas se produire quand ton attention est constamment fragmentée entre ton expérience intérieure et la gestion de ton image sociale. Chaque fois que tu parles de ta transformation aux autres, tu fragmentes ton attention. Une partie de ton cerveau vit l'expérience, une autre partie observe cette expérience pour pouvoir la raconter, une autre partie gère les réactions émotionnelles de ton audience, une autre partie ajuste le récit pour maintenir une image cohérente. Cette fragmentation est l'opposé exact de l'intégration. C'est une désintégration active de ton expérience en multiples flux attentionnels qui se font concurrence. Le silence n'est pas l'absence de communication, c'est la présence d'une conversation profonde entre ton cerveau conscient et ton inconscient créateur. Cette distinction est absolument fondamentale. Le silence dont nous parlons ici n'est pas un silence mort, vide, passif. C'est un silence vivant, plein, actif. C'est le silence de la germination, pas le silence de la stérilité. Quand tu cesses de parler de ta transformation aux autres, tu ne cesses pas pour autant de communiquer. Tu déplaces simplement cette communication de l'extérieur vers l'intérieur. Tu commences à avoir une conversation beaucoup plus riche et plus importante avec toi-même, avec les parties profondes et sages de ta psyché que la parole sociale tend à couvrir de son bruit. Les neurosciences ont découvert quelque chose d'extraordinaire sur ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut dans le cerveau. C'est un ensemble de régions cérébrales qui s'activent quand tu n'es pas concentré sur une tâche externe spécifique, quand tu laisses ton esprit vagabonder librement, quand tu rêvasses, médites ou simplement te reposes. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que ce réseau était simplement une forme de repos cérébral, une activité de fond sans grande importance. Mais des recherches plus récentes ont révélé que ce réseau joue un rôle absolument crucial dans la créativité, dans la consolidation de la mémoire, dans la construction du sens, dans la réorganisation de ton identité. Le réseau du mode par défaut est l'atelier neurologique où ton cerveau fait le travail silencieux de réorganisation identitaire, de consolidation des expériences récentes, de création de nouveaux modèles mentaux pour comprendre ta vie. Mais ce réseau ne peut fonctionner efficacement que quand ton attention n'est pas constamment happée par des stimuli externes ou par la nécessité de performer socialement. Quand tu passes ton temps à parler de ta transformation, à répondre aux questions des autres, à gérer leurs réactions, à ajuster ton récit pour différents publics, ton réseau du mode par défaut n'a jamais l'opportunité de faire son travail crucial. Tu es toujours en mode orienté vers l'extérieur, toujours en mode performance sociale. Le silence te donne accès à ce réseau, à cette capacité de ton cerveau de réorganiser créativement ton expérience, de trouver de nouvelles significations, de construire de nouvelles structures identitaires qui ne sont pas dictées par les attentes sociales, mais qui émergent organiquement de ton expérience vécue. Lisa Feldman Barrett explique dans ses recherches que notre cerveau fonctionne comme un système prédictif qui construit activement notre expérience de la réalité en intégrant constamment de nouvelles informations avec nos modèles mentaux existants. Mais cette intégration et cette mise à jour de nos modèles mentaux nécessitent du temps de traitement, du temps où le cerveau peut comparer les prédictions avec l'expérience réelle, ajuster les erreurs, renforcer ce qui fonctionne, abandonner ce qui ne fonctionne plus. Ce temps de traitement se produit principalement pendant les états de repos mental, pendant le sommeil, pendant les moments de contemplation silencieuse. La consolidation est un processus neurologique par lequel ton cerveau réorganise l'expérience dans le repos silencieux, transformant les impressions éphémères en structures mnésiques et identitaires durables. Ce processus est particulièrement actif pendant le sommeil, mais il se produit aussi pendant les périodes d'éveil silencieux, pendant la méditation, pendant les moments de solitude contemplative.
Si tu passes toute ta journée à interagir socialement, à parler de tes projets, à consommer des médias, à répondre aux messages, à gérer les demandes des autres, tu ne donnes jamais à ton cerveau l'opportunité de consolider. Les expériences s'accumulent sans jamais être vraiment intégrées. Tu vis à la surface de toi-même, toujours en réaction, jamais en réflexion profonde. Les recherches en neurosciences du sommeil montrent que c'est pendant les phases de sommeil profond que le cerveau rejoue les expériences de la journée, renforce les connexions neuronales importantes, affaiblit les connexions moins importantes et intègre les nouvelles informations dans les structures de connaissances existantes. Mais pour que ce processus nocturne fonctionne efficacement, il a besoin d'un minimum de calme mental pendant la journée. Si ta journée est un chaos constant de stimulation sociale et de gestion d'images, ton cerveau arrive à la nuit épuisé et surchargé, incapable de faire le travail délicat de consolidation. Le silence diurne prépare le terrain pour le travail nocturne de transformation neuronale. Freud lui-même, bien avant l'avènement des neurosciences modernes, comprenait intuitivement l'importance de ce qu'il appelait le travail du rêve et l'élaboration inconsciente. Il observait que ses patients faisaient souvent des percées thérapeutiques majeures, non pas pendant les sessions d'analyse, mais entre les sessions, dans la solitude de leur propre vie, quand ils avaient l'espace mental pour que l'inconscient digère et élabore le matériel qui avait émergé en thérapie. Freud savait que la transformation psychologique n'est pas un processus purement conscient. La plus grande partie du travail se fait dans les coulisses de l'inconscient, loin des regards de la conscience, et certainement loin des regards d'autrui. Quand tu partages constamment ton processus de transformation avec les autres, tu maintiens ce processus entièrement dans le domaine conscient. Tu ne permets jamais à l'inconscient de faire son travail mystérieux et essentiel. Tu restes à la surface, manipulant consciemment des idées et des intentions, mais sans accéder aux forces profondes de transformation qui résident dans les couches inconscientes de ta psyché. Le secret crée l'espace psychologique nécessaire pour que l'inconscient s'engage dans le processus de transformation. C'est comme laisser une plaie guérir sous un pansement protecteur plutôt que de la gratter et l'exposer constamment à l'air et aux bactéries. La guérison se produit dans l'obscurité protégée, pas dans l'exposition constante. Mais Viktor Frankl a découvert quelque chose sur le sens qui illumine tout cela d'une lumière encore plus profonde, quelque chose qui révèle non seulement comment la transformation se produit, mais pourquoi elle doit se produire dans l'intimité existentielle plutôt que dans l'arène sociale. Frankl, psychiatre viennois qui a survécu au camp de concentration nazi, a développé ce qu'il appelait la logothérapie, une approche thérapeutique centrée sur la recherche de sens. Une de ses observations les plus profondes était que le sens authentique ne peut jamais être imposé de l'extérieur ou validé par le consensus social. Le sens est quelque chose que tu dois découvrir dans la solitude de ta propre conscience, dans le dialogue intime entre toi et ton existence. Frankl racontait que dans les camps, ceux qui survivaient n'étaient pas nécessairement les plus forts physiquement ou les plus privilégiés. C'étaient ceux qui avaient trouvé un sens personnel profond à leur souffrance, une raison de continuer qui venait de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et il observait que ces personnes gardaient souvent ce sens pour elles-mêmes. Elles ne le proclamaient pas. Elles ne cherchaient pas à convaincre les autres de sa validité. Elles le portaient silencieusement comme une flamme intérieure qui les guidait à travers l'obscurité absolue. Cette observation a des implications profondes pour notre compréhension de la transformation personnelle. Elle suggère que la vraie transformation, celle qui te porte à travers les épreuves les plus difficiles, n'a pas besoin de validation externe. Elle n'a même pas besoin d'être comprise par les autres. Frankl a découvert dans les camps que ceux qui survivaient gardèrent leur sens pour eux-mêmes, comme un trésor secret qui perdrait sa puissance s'il était exposé au regard collectif. Il écrivait que le sens de la vie diffère d'une personne à l'autre, d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre. Ce qui compte donc n'est pas le sens de la vie en général, mais plutôt le sens spécifique de la vie d'une personne à un moment donné.
Cette spécificité radicale du sens implique que ton sens ne peut jamais être pleinement compris ou validé par quelqu'un d'autre. Les autres peuvent respecter ton sens, ils peuvent le soutenir indirectement, mais ils ne peuvent jamais vraiment le valider parce qu'ils ne vivent pas ta vie. Ils ne habitent pas ta conscience, ils ne font pas face à tes défis uniques, avec ton histoire unique et tes ressources uniques. Quand tu cherches validation externe pour ton sens, pour ta transformation, tu déplaces le centre de gravité de ta vie, de l'intérieur vers l'extérieur. Tu deviens dépendant du regard et du jugement des autres pour maintenir ton engagement envers ta propre évolution. Et cette dépendance est profondément problématique parce que le regard des autres est ficle, changeant, souvent basé sur des incompréhensions de ce que tu essaies réellement d'accomplir. Un jour, ils t'encouragent, le lendemain, ils doutent. Un jour, ils admirent ton ambition, le lendemain, ils la trouvent irréaliste. Cette instabilité de la validation externe fait vaciller ton engagement si ton sens dépend de cette validation. Quand tu cherches la validation avant la transformation, tu construis une vie pour les applaudissements plutôt qu'une vie pour l'âme. C'est peut-être la distinction la plus importante que nous pouvons faire dans notre vie. Est-ce que je vis pour l'approbation des autres ou est-ce que je vis pour l'expression authentique de mon être le plus profond? Ces deux orientations peuvent parfois se chevaucher, mais elles sont fondamentalement différentes dans leur motivation et dans leurs conséquences à long terme. Une vie construite pour les applaudissements est une vie de performance constante, d'anxiété sociale chronique, de dépendance émotionnelle envers les réactions des autres. C'est une vie où tu ne peux jamais vraiment te détendre dans ton être authentique parce que tu es toujours en train de calculer comment tu es perçu, si tu réponds aux attentes, si tu maintiens l'image que tu as créée. C'est épuisant, c'est aliénant. Et finalement, c'est vide parce que même quand tu reçois les applaudissements que tu cherchais, ils ne touchent jamais le lieu profond en toi qui aspire à quelque chose de plus substantiel que la reconnaissance sociale. Une vie construite pour l'âme, en revanche, est une vie guidée par un sens interne de justesse, d'alignement avec tes valeurs les plus profondes, d'expression de tes dons uniques, de contribution à quelque chose de plus grand que toi selon ta compréhension personnelle de ce qui est significatif. Cette vie peut inclure la reconnaissance sociale, mais elle n'en dépend pas. Elle n'est pas ébranlée par le manque d'approbation parce que son fondement n'est pas dans l'opinion des autres, mais dans la résonance intime entre tes actions et tes valeurs. Albert Camus, philosophe de l'absurde et de la liberté existentielle, comprenait profondément cette différence. Il écrivait sur l'importance de créer sa propre valeur dans un univers qui n'offre aucune validation objective. Pour Camus, la condition humaine est absurde, précisément parce que nous cherchons du sens dans un univers qui n'en offre aucun de façon inhérente. Mais cette absurdité n'est pas une raison pour le désespoir. C'est une invitation à la liberté radicale. Si aucun sens n'est donné, alors tu es complètement libre de créer ton propre sens. Et ce sens que tu crées n'a pas besoin d'être justifié devant le tribunal de l'opinion sociale. Il n'a besoin que d'être authentiquement choisi par toi. Camus donnait l'exemple de Sisyphe, condamné à pousser éternellement un rocher en haut d'une montagne d'où il redescend toujours. C'est une image de l'absurdité de l'existence humaine. Mais Camus concluait qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. Pourquoi ? Parce que Sisyphe, dans l'intimité de sa propre conscience, a trouvé un sens à son labeur apparemment futile. Ce sens n'est pas validé par les dieux qui l'ont condamné. Ce sens n'est pas compris par ceux qui observent son supplice. Mais ce sens est réel pour Sisyphe lui-même, et c'est tout ce qui compte. Ta transformation est ton rocher, tu le pousses en haut de ta montagne personnelle. Les autres peuvent ne pas comprendre pourquoi. Ils peuvent trouver tes efforts futiles. Mais si tu as trouvé dans l'intimité de ta propre conscience une raison de continuer, un sens à ton effort, alors leur incompréhension est totalement irrelevante. Alfred Adler apportait une perspective complémentaire avec sa distinction entre motivation intrinsèque et extrinsèque. Adler comprenait que les êtres humains sont motivés par différentes forces.
Certaines personnes sont principalement motivées par des facteurs externes, argent, statut, reconnaissance, pouvoir sur les autres. D'autres sont principalement motivées par des facteurs internes, croissance personnelle, expression de soi, contribution significative, alignement avec des valeurs. Ces deux types de motivation ne sont pas mutuellement exclusifs, mais ils produisent des qualités de vie très différentes. Adler observait que les personnes motivées principalement par des facteurs externes sont toujours dépendantes de la fourniture continue de ces récompenses externes. Elles sont comme des drogués qui ont besoin de doses régulières de validation sociale pour maintenir leur engagement. Et comme avec toute dépendance, elles développent une tolérance. Il faut de plus en plus de reconnaissance pour produire le même effet. Elles sont prises dans une escalade sans fin de performance pour maintenir le flux de validation. Les personnes motivées principalement par des facteurs internes, en revanche, trouvent une satisfaction intrinsèque dans le processus même de leur travail, indépendamment de la reconnaissance externe. Elles peuvent apprécier la reconnaissance quand elle vient, mais elles n'en ont pas besoin pour continuer. Leur engagement est auto-renouvelant parce qu'il vient d'une source interne inépuisable. Adler parlait aussi du concept de sentiment communautaire authentique versus le besoin pathologique d'approbation. Le sentiment communautaire authentique est le désir sain de contribuer au bien-être de ta communauté, de te sentir connecté aux autres, d'apporter quelque chose de valeur au monde. Ce sentiment est fondamentalement généreux et tourné vers l'extérieur. Le besoin pathologique d'approbation, en revanche, est fondamentalement égocentrique. Il utilise les autres comme miroir pour refléter une image favorable de soi-même. Il traite les relations comme des transactions où l'autre personne fournit validation en échange de performance. Adler observait que beaucoup de personnes confondent ces deux choses. Elles pensent qu'elles sont motivées par le sentiment communautaire, alors qu'en réalité, elles sont motivées par le besoin d'approbation. La différence devient évidente quand l'approbation ne vient pas. Si tu es vraiment motivé par le sentiment communautaire, tu continues ta contribution même sans reconnaissance, parce que la valeur de la contribution est intrinsèque, pas dépendante de la reconnaissance. Si tu es motivé par le besoin d'approbation, tu abandonnes rapidement quand la reconnaissance ne vient pas, parce que sans reconnaissance, il n'y a pas de raison de continuer. Quand tu annonces prématurément ta transformation, tu nourris le besoin d'approbation plutôt que le sentiment communautaire authentique. Tu cherches validation pour ton intention de changer plutôt que de changer silencieusement, puis de contribuer de manière plus significative une fois transformé. Les philosophes stoïciens, avec leur sagesse pratique millénaire, comprenaient profondément l'importance de développer une liberté intérieure qui ne dépend pas de circonstances externes ou d'opinions d'autrui. Sénèque écrivait que la première étape vers la sagesse est de reconnaître ce qui est en ton pouvoir et ce qui ne l'est pas. Tu as le pouvoir de choisir tes pensées, tes valeurs, tes actions. Tu n'as pas le pouvoir de contrôler les opinions des autres, les événements externes ou les résultats de tes actions. Si tu bases ton bonheur et ton engagement sur des choses hors de ton contrôle, tu te condamnes à une vie d'anxiété et de déception. Si tu bases ton bonheur et ton engagement sur des choses en ton contrôle, tu accèdes à une forme de liberté et de paix que rien d'externe ne peut perturber. Quand tu annonces ta transformation et que tu deviens dépendant des réactions positives des autres pour maintenir ton engagement, tu as basé ton processus de transformation sur quelque chose hors de ton contrôle. Tu t'es fait vulnérable aux caprices de l'opinion sociale. Marc Aurèle, empereur philosophe, écrivait que l'opinion des autres n'est qu'un bruit qui te distrait de ta propre voix intérieure. Il se rappelait constamment de ne pas accorder trop d'importance à ce que les autres pensent de lui, non pas par arrogance, mais par sagesse. Il comprenait que si tu laisses l'opinion des autres gouverner tes choix, tu n'es plus libre. Tu deviens une marionnette dansant selon les caprices du consensus social. La vraie liberté vient de l'alignement avec ta propre conscience, ta propre compréhension de ce qui est juste et bon, ta propre vision de qui tu veux devenir. Et voici ce que Jung disait qui change absolument tout sur la manière de vivre cette transformation.
ce qui révèle le moment sacré où le silence se transforme en révélation authentique et puissante. Jung observait qu'il arrive un moment dans le processus d'individuation où la transformation n'a plus besoin d'être proclamée parce qu'elle est devenue tellement intégrée dans ton être qu'elle rayonne naturellement à travers ta présence, tes actions, ton énergie. C'est le moment où tu n'as plus besoin de parler de qui tu es devenu parce que chaque cellule de ton être l'incarne. C'est le passage du devenir à l'être. Quand tu es dans le processus de devenir, tu es encore fragile, encore en formation, encore en train de consolider les nouvelles structures neuronales et psychologiques. Pendant cette phase, la protection du secret est essentielle. Mais quand tu es devenu, quand la transformation s'est solidifiée, quand elle n'est plus une aspiration mais une réalité incarnée, alors la révélation se produit naturellement. Pas comme une annonce consciente, mais comme un rayonnement inévitable. Jung parlait du soi réalisé, l'état où tu as intégré tous les aspects fragmentés de ta psyché, où tu as fait la paix avec ton ombre, où tu as transcendé l'identification exclusive avec la persona, où tu habites ton authenticité complète. Une personne qui a atteint ce niveau d'intégration n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Elle n'a plus besoin de parler de son développement spirituel ou psychologique. Sa présence parle pour elle. Il arrive un moment où tu n'as plus besoin de parler de qui tu es devenu, parce que chaque cellule de ton être l'incarne et cette incarnation parle plus fort que 1000 proclamations. C'est un changement qualitatif remarquable. Avant la transformation, tu dois parler de qui tu veux devenir, parce que rien dans ton être actuel ne le manifeste. C'est de la compensation verbale pour un manque d'incarnation réelle. Pendant la transformation, tu dois garder le silence pour protéger le processus fragile de reconfiguration psychologique et neuronale. Après la transformation, le silence n'est plus nécessaire comme protection, mais il continue naturellement parce que tu n'as simplement plus le besoin de proclamer. Les gens voient qui tu es devenu sans que tu aies à le leur dire. Ils le sentent dans la qualité de ta présence. Ils le détectent dans la cohérence entre tes paroles et tes actions. Ils le perçoivent dans l'autorité tranquille avec laquelle tu navigues ta vie. Cette révélation post-transformation est complètement différente de l'annonce pré-transformation. L'annonce pré-transformation vient de l'ego qui cherche validation. Elle est verbale, explicite, souvent défensive. La révélation post-transformation vient du soi réalisé qui n'a rien à prouver. Elle est non-verbale, implicite, totalement naturelle. L'annonce pré-transformation disperse l'énergie et active la résistance sociale. La révélation post-transformation inspire naturellement et ouvre des possibilités pour les autres sans déclencher leur mécanisme défensif. La vraie puissance se révèle dans ce que tu es devenu, pas dans ce que tu annonces devenir, car le silence accompli parle plus fort que 1000 promesses proclamées. Antonio Damasio a étudié ce qu'il appelle la congruence neurobiologique, l'alignement entre ton état intérieur et ton expression externe. Quand il y a congruence, quand ce que tu ressens à l'intérieur correspond exactement à ce que tu exprimes à l'extérieur, ton cerveau entre dans un état d'intégrité qui produit un sentiment profond de bien-être et qui communique authenticité aux autres. Les êtres humains sont remarquablement habiles à détecter l'incongruence chez les autres. Nous avons évolué pour détecter la tromperie, l'inauthenticité, la performance. Quand quelqu'un annonce une transformation qu'il n'a pas encore accomplie, il y a nécessairement une incongruence entre l'annonce et l'état réel de son être. Son cerveau, son corps, son énergie ne correspondent pas encore à l'identité qu'il proclame. Et les autres, même s'ils ne peuvent pas articuler exactement ce qu'ils perçoivent, sentent cette incongruence. Elle déclenche un léger malaise, un scepticisme instinctif. En revanche, quand quelqu'un a réellement accompli une transformation et que cette transformation rayonne naturellement de son être, il y a congruence parfaite. Il n'y a rien à détecter parce qu'il n'y a pas de tromperie, même inconsciente. Cette personne est simplement ce qu'elle est, totalement, authentiquement.
Et cette authenticité absolue communique une autorité qui ne peut jamais être simulée ou proclamée. Adler parlait d'autorité intérieure versus autorité externe. L'autorité externe vient de positions sociales, de titres, de réalisations reconnues publiquement. Elle est accordée par les autres et peut être retirée par les autres. L'autorité intérieure vient de l'alignement profond avec tes valeurs, de la maîtrise de toi-même, de l'intégrité entre ce que tu crois et ce que tu fais. Elle ne peut être ni accordée ni retirée par les autres parce qu'elle ne dépend pas d'eux. Adler observait que beaucoup de personnes cherchent désespérément l'autorité externe comme compensation pour leur manque d'autorité intérieure. Elles accumulent les diplômes, les titres, les positions de pouvoir, espérant que ces marqueurs externes de réussite leur donneront le sentiment d'autorité qu'elles recherchent. Mais cette stratégie échoue toujours parce que l'autorité externe, aussi impressionnante soit-elle, ne peut jamais combler le vide créé par l'absence d'autorité intérieure. En fait, plus une personne dépend de marqueurs externes d'autorité, plus elle révèle son manque d'autorité intérieure. La vraie autorité n'a pas besoin de se proclamer. Elle se manifeste simplement dans la présence, dans la cohérence, dans la capacité à rester centré face à l'adversité. Quand tu as fait le travail silencieux de transformation authentique, tu développes cette autorité intérieure. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur par des annonces ou des démonstrations. Ta valeur est évidente dans ton être même. Les philosophes stoïciens enseignaient que les actions parlent tandis que les mots ne sont que fumée qui se dissipe dans l'air. Marc Aurèle écrivait constamment sur l'importance de faire plutôt que de parler, d'être plutôt que de paraître. Il se rappelait que l'histoire est remplie de personnes qui ont proclamé de grandes choses mais n'ont rien accompli, et de personnes qui n'ont rien proclamé mais ont changé le monde par leurs actions silencieuses. Il y a une sagesse profonde dans cette observation. Notre culture moderne valorise la communication, l'autopromotion, la visibilité. On te dit que si tu ne parles pas de tes réalisations, personne ne les connaîtra. On te dit que l'humilité est une faiblesse dans un monde compétitif. On te dit que tu dois créer ta marque personnelle, te commercialiser, te rendre visible. Et pour certains objectifs, pour certains contextes professionnels, cela peut être vrai. Mais pour la transformation psychologique profonde, pour le développement de ton caractère, pour l'individuation au sens jungien, ces règles ne s'appliquent pas. En fait, elles sont contre-productives. Plus tu parles de ton développement intérieur, moins tu le vis réellement. Plus tu te concentres sur l'image que tu projettes, moins tu développes la substance qui devrait soutenir cette image. Sénèque observait que les personnes vraiment sages parlent rarement de leur sagesse, tandis que celles qui ne cessent de proclamer leur sagesse révèlent par là même leur manque de sagesse. La vraie maîtrise n'a pas besoin de publicité. Elle s'exprime naturellement dans les situations qui le demandent et reste silencieuse le reste du temps. Alors, comment savoir quand partager et quand protéger? C'est une question légitime et importante. La réponse n'est pas de ne jamais partager, de vivre dans l'isolement complet, de refuser toute connexion sociale. La réponse est de développer le discernement pour distinguer le partage authentique de l'annonce prématurée. Quelques principes peuvent guider ce discernement. Premièrement, demande-toi pourquoi tu veux partager. Si la motivation principale est de recevoir validation, encouragement ou admiration, c'est probablement trop tôt. Si la motivation est de contribuer quelque chose de valeur à l'autre personne, de partager une expérience ou une sagesse qui pourrait authentiquement l'aider, c'est probablement approprié. Deuxièmement, considère l'état de ta transformation. Si tu es dans les phases précoces, encore fragiles, encore en train de construire les nouvelles structures, la protection est essentielle. Si tu as atteint une stabilité, si la transformation est devenue naturelle et automatique, le partage est moins risqué. Troisièmement, évalue le contexte relationnel. Y a-t-il une vraie intimité et confiance avec la personne à qui tu veux partager? Ou est-ce une relation superficielle où le partage sera probablement interprété à travers le filtre du jugement social? L'intimité authentique peut être un container suffisamment sûr pour le partage vulnérable.
Les relations superficielles, rarement. Quatrièmement, observe si tu ressens une compulsion ou une liberté. Si tu sens une compulsion anxieuse de partager, un besoin urgent de parler, c'est probablement ton ego qui cherche validation. Si tu sens une liberté tranquille, une possibilité de partager ou non, sans attachement au résultat, c'est probablement plus sain. Lequel de ces principes résonne le plus profondément en toi? Partage ta réflexion en commentaire, j'aimerais connaître ton expérience de transformation silencieuse et comment tu navigues cette tension entre le besoin humain de connexion et la nécessité de protéger les processus fragiles de changement. Est-ce que tu as déjà vécu cette expérience de parler trop tôt et de sentir ton énergie se disperser? Ou au contraire, as-tu expérimenté le pouvoir de garder le silence sur quelque chose d'important jusqu'à ce qu'il soit suffisamment solide pour affronter la lumière du regard collectif? Ta conscience de ces dynamiques est déjà un signe de maturité psychologique. La plupart des gens ne se posent jamais ces questions. Ils suivent inconsciemment les scripts sociaux de leur culture, annonçant leurs résolutions chaque nouvelle année, proclamant leurs projets à qui veut les entendre, puis se demandant avec confusion pourquoi leur enthousiasme s'évapore si rapidement. Mais toi, en explorant ces idées, en les contemplant sérieusement, tu développes déjà la capacité de discernement qui te permettra de naviguer ton propre chemin de transformation avec plus de sagesse et d'efficacité. Tu comprends maintenant que le secret stratégique n'est pas de la malhonnêteté ou de la fermeture. C'est une forme sophistiquée de gestion de ton énergie psychique, de protection de ton processus d'individuation, de respect pour les mystères profonds de la transformation humaine. Jung comprenait que nous sommes tous sur un chemin unique d'individuation. Il n'y a pas de formule universelle, pas de plan en 5 étapes qui fonctionne pour tout le monde. Chacun doit trouver son propre rythme, son propre équilibre entre solitude et connexion, entre secret et partage, entre travail intérieur silencieux et contribution extérieure visible. Ce qui est constant cependant, c'est le principe que la transformation authentique nécessite des périodes de retrait, des phases où tu te retires du regard collectif pour faire le travail profond de reconfiguration psychologique. Ces périodes ne sont pas des échecs de socialisation ou des signes de dépression. Ce sont des nécessités développementales, aussi naturelles et importantes que le sommeil nocturne. Notre culture ne valorise pas ces périodes. Elle valorise la visibilité constante, la productivité incessante, le partage perpétuel. Mais cette valorisation culturelle ne change pas les réalités psychologiques fondamentales. Si tu veux vraiment te transformer, si tu veux vraiment individuer, si tu veux vraiment devenir pleinement toi-même, tu devras trouver le courage de résister aux pressions sociales de visibilité et de proclamation. Tu devras trouver la force de te retirer dans ta propre obscurité intérieure, dans ton propre creuset alchimique, pour permettre à la transformation de se produire selon sa propre logique mystérieuse. Et tu devras développer la foi que cette transformation, bien que invisible aux autres pendant sa gestation, finira par se manifester de manière plus puissante et plus authentique que n'importe quelle annonce prématurée n'aurait jamais pu le faire. Dans le silence de ta chrysalide intérieure, tu deviens ce que les mots n'auraient jamais pu construire. C'est peut-être la vérité centrale de tout ce que nous avons exploré ensemble. Les mots ont leur pouvoir. La communication a sa valeur. Mais la transformation authentique se produit dans un espace au-delà des mots, dans les profondeurs silencieuses de ton être, où les forces inconscientes de ta psyché font leur travail mystérieux de mort et de renaissance. Jung savait cela, Freud le pressentait, Adler le comprenait à sa manière. Les neuroscientifiques modernes le confirment avec leurs données sur la neuroplasticité et la consolidation. Les philosophes existentialistes et stoïciens l'enseignaient comme sagesse pratique. Et maintenant, tu le sais aussi. Tu comprends pourquoi le secret n'est pas un signe de honte, mais de respect pour la sacralité de ton propre processus. Tu comprends pourquoi le silence n'est pas de la fermeture, mais de l'ouverture à des dimensions plus profondes de ton être. Tu comprends pourquoi la patience de protéger ta transformation jusqu'à ce qu'elle soit prête à se révéler naturellement est une forme de courage.
pas de lâcheté. Tu comprends pourquoi résister aux pressions sociales de visibilité immédiate est une forme de force, pas de faiblesse. Alors maintenant, en contemplant tout ce que nous avons exploré, je t'invite à considérer où dans ta vie actuelle es-tu en train de disperser ton énergie psychique par des annonces prématurées? Quel projet, quel rêve, quelle transformation intérieure es-tu en train de compromettre en le partageant trop tôt avec trop de gens? Et à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait émerger si tu créais un espace de silence protecteur autour de ton processus de transformation? Quelle puissance pourrait s'accumuler si tu concentrais ton énergie plutôt que de la disperser? Quel soi authentique pourrait émerger si tu lui donnais l'obscurité et la solitude nécessaires pour se former sans l'interférence constante du regard collectif? Ces questions ne sont pas rhétoriques, elles sont des invitations à une pratique concrète. À partir d'aujourd'hui, tu peux choisir différemment. Tu peux choisir de protéger ce qui est précieux plutôt que de l'exposer prématurément. Tu peux choisir de nourrir ta transformation dans le secret plutôt que de la proclamer dans l'espoir de validation. Tu peux choisir de faire confiance au processus invisible de l'individuation plutôt qu'aux gratifications superficielles de la reconnaissance sociale. Ce choix ne sera pas toujours facile. Tes amis te demanderont ce qui se passe dans ta vie. Ta famille voudra des mises à jour sur tes projets. Ton ego aura envie de partager ses petites victoires pour recevoir des applaudissements. Mais chaque fois que tu choisis le silence stratégique plutôt que l'annonce impulsive, tu renforces ton autorité intérieure. Tu affirmes que ta transformation est plus importante que ton image sociale. Tu démontres que tu es sérieux au sujet de ton développement, pas simplement intéressé par l'apparence du développement. Et voici la beauté de tout cela. Quand la transformation sera complète, quand tu seras devenu ce que tu as protégé dans le secret, quand l'alchimie intérieure aura fait son œuvre, tu n'auras plus besoin de proclamer quoi que ce soit. Les gens verront, ils sentiront. Ils remarqueront quelque chose de différent en toi, quelque chose qu'ils ne peuvent pas tout à fait nommer, mais qui est indéniablement présent. Ta présence parlera, ton énergie communiquera, tes actions démontreront. Et cette démonstration silencieuse sera 1000 fois plus puissante que n'importe quelle annonce verbale n'aurait jamais pu l'être. Tu auras développé ce que Jung appelait le soi réalisé, ce que les stoïciens appelaient le caractère, ce que Frankl appelait l'authenticité existentielle. Et cette réalisation ne pourra jamais être enlevée parce qu'elle n'a jamais dépendu de la validation externe. Elle a été forgée dans le creuset secret de ta propre transformation intérieure, testée dans l'obscurité de tes propres doutes et défis, solidifiée par la répétition patiente et invisible de nouveaux choix et de nouvelles actions. C'est un pouvoir qui ne peut jamais être proclamé, seulement cultivé, un pouvoir qui ne peut jamais être simulé, seulement incarné. Un pouvoir qui ne demande rien aux autres parce qu'il est complet en lui-même. Si cette réflexion a touché quelque chose en toi, partage-la avec quelqu'un qui cherche à comprendre le pouvoir du silence transformateur. Quelqu'un qui a peut-être proclamé trop de résolutions qui n'ont jamais abouti. Quelqu'un qui sent que sa transformation a besoin de protection plutôt que d'exposition. Quelqu'un qui est prêt à embrasser le mystère de son propre devenir, plutôt que de chercher constamment validation pour ce qu'il n'est pas encore. Quelle phrase t'a le plus marqué dans tout ce que nous avons exploré? Quelle vérité a résonné le plus profondément avec ton expérience? Écris-le en commentaire, non pas comme une proclamation publique, mais comme une reconnaissance silencieuse pour toi-même de ce qui a été touché en toi. Et si tu veux continuer ce voyage intérieur ensemble, si tu veux explorer plus profondément les enseignements de Jung, de Freud, d'Adler, des neurosciences modernes et de la philosophie existentielle, rejoins notre communauté de membres où nous plongeons encore plus profondément dans ces mystères de la transformation humaine. C'est un espace pour ceux qui comprennent que la vraie sagesse ne se trouve pas dans l'accumulation de connaissances superficielles, mais dans l'exploration patiente et courageuse des profondeurs de la psyché humaine. Un espace pour ceux qui sont prêts à faire le travail difficile, obscur et souvent solitaire de l'individuation.
un espace pour ceux qui savent que la transformation authentique ne peut jamais être proclamée, seulement vécue. Alors, protège ton mystère, honore ton silence, respecte le processus sacré de ton devenir et fais confiance que quand le moment sera venu, ta transformation se révélera naturellement, non pas comme une annonce que tu fais, mais comme une vérité que tu es devenue.